Il s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le gouvernement a décidé, entre autres, d'interdire l'importation et la commercialisation des postes téléviseurs analogiques en Côte d'Ivoire. Abidjan abrite depuis ce matin les journées nationales promotionnelles des PME de l'artisanat. Les acteurs de ces secteurs vont réfléchir pendant 3 jours à la problématique du développement de la compétitivité des PME. Et la France vient d'octroyer des bourses d'études de près d'1 milliard de francs CFA à 56 Ivoiriens. Ils ont obtenu ces bourses d'études après un test de recrutement. Dakar est devenu le point de convergence des altermondialistes pour 4 jours. La capitale sénégalaise accueille la 7e édition du Forum social africain. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Dans ce journal, nous aurons le dossier du jeudi. Notre sujet aujourd'hui, le BTS 2014. Nous parlerons de ces nouvelles réformes mises en place pour renforcer la crédibilité du diplôme. Le dossier du jeudi vous sera proposé au cours de cette édition, juste dans quelques minutes. Mais avant, rendons-nous au palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Le gouvernement a décidé, entre autres, d'interdire l'importation et la commercialisation des postes téléviseurs analogiques. C'est une décision en prévision du basculement total de la Côte d'Ivoire avec le numérique, vers le numérique. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abolé. Du passage au numérique, le basculement total va se faire en juin 2015. Par conséquent, pour une adaptation adéquate à cette nouvelle donne, des changements notables s'imposent. C'est tout le sens de la mesure prise en Conseil des ministres ce jeudi 16 octobre 2014. Mesure portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des postes téléviseurs analogiques. Des postes qui ne sont pas conformes aux normes de diffusion et de compression qui ont été arrêtées dans le cadre de la migration vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Il est important donc d'éviter de surprendre nos populations à la date de l'échéance. Et c'est pour cela que ces mesures-là sont prises dès à présent pour interdire l'importation d'équipements de télévision qui ne sont pas compatibles avec les normes de diffusion et les normes de compression en Côte d'Ivoire. Une échéance a été fixée. En ce qui concerne notre sous-région, cette échéance a été fixée au 17 juin 2015. 17 juin 2015, donc, notre diffusion va passer de l'analogique au numérique, ce qui va permettre un grand nombre d'avantages, notamment avoir plus de chaînes, avoir plus de qualité. Une autre mesure au cours de ce conseil, celle relative au développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. La mise en place de la contrepartie ivoirienne au financement et à la mise en œuvre du projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Ce projet est mené en partenariat et je devrais dire même avec l'appui du gouvernement de la République fédérale du Brésil. C'est un projet important qui va permettre de relancer en Côte d'Ivoire l'aquaculture, donc la production de poissons à grande échelle. Comme vous le savez, notre gouvernement travaille sur la problématique de la vie chère et l'une des réponses à apporter par rapport à cette problématique, c'est de relever fortement nos productions. Qu'elles soient agricoles, qu'elles soient halieutiques, qu'elles soient dans d'autres domaines, mais relever fortement nos productions. Et avec le Brésil, ce partenariat a été mis en place. Le Brésil nous a approvisionnés en alevins. Ces alevins vont être, dans un premier temps, mis en quarantaine, élevés jusqu'à un certain stade, puis vont permettre d'ensemencer, en quelque sorte, une dizaine de fermes pilotes qui, à ce stade, sont déjà sélectionnées. Par ailleurs, appelé à réagir à l'invitation du président du FPI demandant à son parti de reprendre sa place à la CEI, le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'État, qui a toujours travaillé dans ce sens, ne peut que s'en féliciter.
Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 22 octobre 2014 au Palais présidentiel. On reste sur place au palais présidentiel où le chef de l'État s'est entretenu après ce Conseil des ministres avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mindaoudou est venue faire le point des activités de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au chef de l'État. On retrouve Jérôme Kofi Aboulin. Une rencontre en début d'après-midi, celle d'environ une trentaine de minutes entre le président de la République Alassane Ouattara et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, ce jeudi 16 octobre 2014. Pour la représentante onusienne, c'est encore une occasion, comme lors des précédentes entrevues, de rendre compte au chef de l'État des activités de l'ONU en Côte d'Ivoire. Entre autres sujets évoqués, le processus électoral. J'ai fait le compte-rendu des bons offices que je mets en œuvre ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, je lui ai rendu compte de la visite de la mission que nous avons reçue, qui est venue de New York pour faire l'évaluation des besoins en matière électorale de la Côte d'Ivoire. Pour Aïchatou Mindaoudou, le plaisir a toujours été le même de rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, en vue de la contribution de l'ONU à la bonne marche de la nation ivoirienne. On en arrive à l'un des grands titres de cette journée. Abidjan abrite depuis ce matin les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. Ces deux secteurs absorbent plus de 30% du produit intérieur brut. Les acteurs de ces secteurs vont donc se retrouver pendant 3 jours pour réfléchir à la problématique du développement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises. On en sait plus avec Francis Poifo. 3 jours pour réfléchir à la problématique du développement et de la compétitivité des petites et moyennes entreprises PME en Côte d'Ivoire, pour identifier également toutes les difficultés des PME et y apporter définitivement des solutions. À côté des ateliers sur le financement et l'accès au marché des PME et des produits de l'artisanat, la compétitivité des PME et les stratégies de relance du secteur de l'artisanat, des rencontres d'affaires et des expositions. Nous attendons beaucoup de clients. Les gens ont peur de venir voir ce qu'il y a vraiment dans l'art. Ils ont peur de découvrir. D'autres, même quand ils voient les marques, ils ont peur. Pourtant, l'art, ce n'est pas seulement que les marques, les fétiches et tout. L'art aussi a beaucoup d'importance dans la vie sociale. L'artisanat génère 12% du PIB et occupe environ 25% de la population active, quand la contribution des PME au produit intérieur brut se situe entre 18 et 20%. En organisant les journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, les acteurs de ces secteurs et les autorités gouvernementales entendent conjuguer leurs efforts pour augmenter considérablement leur contribution à la formation du PIB de la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de ces journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat, la RTI fait une offre aux entreprises, véritable opportunité donc pour les sociétés de taille moyenne, la communication étant un instrument stratégique de promotion et de développement de l'entreprise. La Fédération ivoirienne des PME-PMI compte tirer profit de l'offre que propose la RTI. Les explications avec Adama Koni. La radio-diffusion-télévision ivoirienne RTI est résolue à accompagner les petites et moyennes entreprises sur la voie de la compétitivité. Elle propose une offre taillée sur mesure à ces structures de taille modeste. Nous avons la présence de la RTI parmi nous, parmi les entreprises qui vont exposer. Parce que nous nous sommes rendus compte que la RTI avait développé un système de communication qui peut permettre donc, qui peut être aussi un moyen, un outil utilisé par les entreprises. Et nous les invitons justement à venir aussi à découvrir ce système que propose justement la RTI. Vous savez, nous avons insisté sur l'importance de l'information, diffuser l'information, sur l'importance de la communication. Et pour nous, par exemple, il y a un outil et nous sommes bien contents d'avoir la RTI avec nous au cours de ces événements. L'offre de la RTI sera détaillée aux opérateurs économiques ce vendredi, 2e jour des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. Voilà, place à présent au dossier du jeudi. Notre sujet aujourd'hui, le BTS 2014.
nous parlons des nouvelles réformes mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour renforcer la crédibilité du diplôme. Quelles sont ces réformes? Comment sont-elles perçues par les étudiants et les autres acteurs du secteur de l'enseignement supérieur privé? Élément de réponse dans le dossier du jeudi signé Serge Coléa. Nous attendons des diplômés qui auront décroché leur diplôme avec leur intelligence et pas par d'autres moyens pour qu'ils puissent contribuer à l'émergence que nous devons atteindre en 2020. Le directeur général de l'enseignement supérieur et des œuvres universitaires avait prévenu. Les résultats proclamés quelques mois plus tard démontrent que les candidats n'ont pas su relever le défi. Sur 52 246 candidats, 12 454 sont déclarés admissibles, soit un peu plus de 23%, moins de la moitié du taux de 54,78% enregistré en 2013. Quelles sont les raisons de ce faible taux de réussite au BTS 2014? Le programme est très lourd. Nous avons eu peu de temps pour assimiler déjà le programme 1 et nous sommes arrivés au BTS. Franchement, les épreuves étaient difficiles. Cette année, ils ont taxé le taux forcément à 10, mais on devait être prévenu en classe d'abord. Il y a eu 282 points. Je pense bien qu'on aurait pu mieux repêcher. Si le ministère peut repêcher les étudiants à partir de 9h30 ou bien à partir de 9, parce que revenir encore à l'école, venir payer la scolarité encore, c'est un peu coûteux chez les parents. Il faut essayer de revoir, peut-être réduire le programme pour que ce soit beaucoup plus efficace. À Boaké, où 112 candidats sont admissibles sur 2200, environ 5%, les étudiants ont exprimé leur mécontentement. À la DOREX, la direction de l'orientation et des examens, les critères de choix sont conformes au manuel de procédure du cycle BTS appliqué cette année dans toute sa rigueur. Il faut avoir une moyenne de 10 sur 20 et ne pas être en dessous de cette de moyenne considérée comme note éliminatoire dans la matière spécifique de l'étudiant. Le BTS, depuis 5 années, est en réforme au niveau des curricula, au niveau du déroulement, au niveau des jurys. Et nous sommes allés progressivement. On est parti de 53 filières pour se retrouver aujourd'hui à 32 filières. Nous avons, à partir de 2011, commencé à appliquer des manuels que nous avons écrits. Tout est décrit sur le BTS jusqu'au résultat. Et l'un de ces éléments importants, ça a été de revenir à la note éliminatoire. Et nous sommes arrivés à un point de non-retour dans ces réformes qui implique la rigueur dans l'organisation du BTS. C'est ce qui explique aujourd'hui ce que je ne qualifierais pas de catastrophique, mais plutôt de BTS crédible à partir des résultats que nous avons reçus cette année. Séraphin Koua est fondateur d'établissement. Le faible taux d'admissibilité n'a pas affecté les résultats dans son école, les chiffres étant largement au-dessus de la moyenne nationale. Pour lui, le faible taux au niveau national doit amener les étudiants à une véritable prise de conscience. La décision prise par le ministre de ne pas repêcher va nous permettre de nous remettre en cause et de dire aux étudiants qu'il faut travailler. Souvent, comme on le dit, il faut choquer pour qu'on puisse prendre conscience. Récemment, à Grand Bassam, les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur se sont retrouvés pour réfléchir sur l'efficacité du BTS sur le marché de l'emploi. Le nouveau ministre a proposé que le BTS, pour le rendre encore plus employable et professionnel, il a demandé à ce qu'on migre vers 3 ans, donc vers le système LMD. C'est-à-dire avant, le BTS, on préparait le BTS en 2 ans, maintenant on va passer à 3 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas former des professionnels attitrés en 2 ans. Ce n'est pas possible. Il faut que la 3e année soit mise sur le professionnalisme. Je pense que nos enfants qui sortiront de ces écoles-là, avec ces diplômes, la licence professionnelle, comme on l'appelle, seront vraiment opérationnels sur le terrain. L'atelier a recommandé que ce soit comme au bac, où les notes d'évaluation interne soient prises en compte au niveau de la délibération. Ça veut dire quoi? Les enfants qui ne viendront pas à l'école ne peuvent plus être admis au BTS. Ça, c'est une note de crédibilité. BTS ou licence professionnelle en 3 ans, réduction des filières de formation à 26,
ou encore perte de la prise en charge de l'État par l'étudiant après un redoublement. Ce sont quelques-unes des mesures qui pourraient être mises en application bientôt. Les étudiants devront redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Voilà, c'était le dossier du jeudi signé Serge Koléa, dossier proposé par le service aux sociétés de la rédaction. La France vient donc d'octroyer des bourses d'études de près d'1 milliard de francs CFA à 56 Ivoiriens. Ces derniers iront bientôt en France pour poursuivre leurs études supérieures. Ils ont obtenu ces bourses d'études après un test de recrutement. Avant leur départ pour la France, les étudiants ont reçu des diplômes et des ordinateurs, nous dit Serge Kongomé. Les étudiants sont les lauréats des bourses du doctorat du projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, AMRUSI, du contrat de désendettement et de développement. Ils ont reçu leurs attestations de bourse et des ordinateurs portables au cours de cette cérémonie à la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cela va me permettre d'effectuer mes travaux dans de meilleures conditions et puis aussi de bénéficier d'un savoir-faire d'un grand pays comme la France. En fait, je reviendrai mettre tout cela au service de mon pays. Ils vont ensuite avoir des fonds qui vont leur permettre d'acheter des ouvrages relatifs à leur formation. En plus de ça, ils sont totalement pris en charge. Quand on a vu tous les progrès réalisés en très peu de temps finalement, depuis 2012 en fait, là c'est très porteur. Les grands instituts d'ailleurs de recherche, pas seulement français, sont revenus en Côte d'Ivoire. Les entreprises privées maintenant s'associent à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je le vois par exemple à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Tout ça est très prometteur et effectivement c'est en donnant l'exemple vous-même qu'on a envie de participer à vos efforts. Niamien Konan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a traduit la gratitude du gouvernement ivoirien aux autorités françaises. Il a également exhorté les bénéficiaires des bourses françaises à tirer meilleur profit de cette opportunité. Je suis un ministre de l'Enseignement supérieur heureux, comblé, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les récipiendaires, les étudiants, les enseignants qui bénéficient de cette bourse et leur dire que la Côte d'Ivoire émergente les attend. Ces bourses françaises permettront aux étudiants ivoiriens d'étudier sur une période de 3 ans, 16 pour la préparation des masters et 40 pour le doctorat. Le projet AMRUSI du contrat de désendettement et de développement bénéficie d'une enveloppe de plus d'1,7 milliard de francs CFA. Et la France apporte aussi son appui à la Côte d'Ivoire dans la modernisation et la réforme des universités et grandes écoles. C'est dans le cadre d'un projet dénommé Projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Le comité de pilotage vient de tenir une rencontre et l'objectif est clairement affiché, renforcer les capacités du système de l'enseignement supérieur par le financement des projets de recherche. Nous Sangaré, Grâce Kandour. Des recherches efficaces et performantes. C'est la feuille de route que se donnent les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un comité de pilotage est mis sur pied. Il est dénommé AMRUSI, appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Objectif, créer des conditions propices au développement du système de l'enseignement supérieur et renforcer les capacités des équipes de recherche. La recherche, c'est vraiment le parent pauvre de notre système. Or, sans recherche, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs économiques et de développement que nous fixons. Sans recherche, sans une recherche efficace, performante, nous ne pouvons pas atteindre l'émergence. Il nous faut donc une recherche efficace. 10 projets de recherche ont été retenus, notamment dans le domaine de la santé et de la technologie, par le comité de pilotage. Ils seront financés à hauteur de 850 millions de francs CFA. Le comité scientifique s'est réuni, ont identifié selon des termes de référence et selon des critères bien établis le potentiel qui résidait dans ces projets afin de voir si leur pertinence et leur faisabilité est
permettrait à la Côte d'Ivoire d'atteindre les objectifs tant souhaités. Il faut mutualiser les connaissances, les compétences et faire en sorte que les gens qui travaillent sur des sujets semblables dans différentes parties du monde se rencontrent et mettent en commun leurs forces de travail et leurs forces de recherche. Ces projets sont financés dans le cadre du projet CE2, contrat de désendettement développement. Les acteurs de la formation professionnelle réfléchissent sur l'adéquation formation-emploi. La rencontre initiée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale vise à réfléchir sur les initiatives en cours et trouver des solutions pour une meilleure adéquation, sinon adaptation de la formation au marché de l'emploi. Franck Diop, les explications. L'inadéquation formation-emploi, une question cruciale qui traverse le temps. Plusieurs résolutions et travaux sur la question depuis le début des années 70 et des pistes diverses. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES explore la labellisation des écoles de formation professionnelle. Il s'agit de la formation. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous assurer que la formation est de qualité? La labellisation ou donner à la formation professionnelle une identité et les instruments pour mieux identifier les difficultés. Un atelier donc impliquant les acteurs clés de la formation professionnelle est organisé. Il faut bien entendu s'assurer de la qualité de la formation. Il faut s'entendre également sur des critères qui réconcilient l'école et le monde du travail. Le secteur privé productif qui utilise les diplômés que nous mettons sur le marché de l'emploi ne sont pas souvent impliqués dans le processus de formation. Des initiatives en cours examinées lors des réflexions et des pistes de solutions en perspective. Nous avons engagé un processus de réforme de la formation professionnelle et technique en partenariat avec le secteur privé productif dans son ensemble. Ensemble, nous allons définir la formation professionnelle depuis l'expression des besoins en compétences jusqu'à la certification, en passant par la mise en œuvre de la formation proprement dite. Cet atelier entre dans le cadre du programme d'appui et de développement aux centres de recherche régionaux au sein de l'UEMOA. Il est le 4e du genre organisé par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Le gouverneur du district d'Abidjan apporte son appui aux populations du village d'Akwedo dans la commune de Cocody. Robert Begré-Mambé leur a fait des dons en vivres et non-vivres, geste apprécié par les villageois d'Akwedo, nous explique Félix Amani, Grace Kandour. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré-Mambé, apporte du réconfort aux populations du village d'Akwedo. Il s'y est rendu les bras chargés de présents. 2 véhicules, du matériel sanitaire, des vivres et de l'argent constituent le don. Nous sommes venus auprès de nos parents du village de Akwedo pour leur dire merci de la part des autorités en tête desquelles se trouve le chef de l'État pour avoir accepté, après d'âpres négociations, la réouverture de la décharge d'Akwedo pour le grand bien de toute la population abidjanaise. Nous leur avons donné la garantie que le souci du chef de l'État et de ses ministres, c'est de faire en sorte que tous les engagements que l'État a pris auprès de la population soient respectés. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments ont été déjà mis en œuvre, il en reste encore et cela sera fait. Nous avons fait des dons en matière de santé. C'est dire qu'en matière de santé, comme ils l'ont souhaité, il vaut mieux prévenir que guérir. Un don qui réjouit les populations d'Akwedo. C'est la première fois qu'on se sent un peu soulagé par rapport aux souffrances endurées depuis près de 50 ans. Le président a un homme de parole, tout comme le gouverneur Mambé qui est venu nous honorer. Et je dirais même il nous a comblé de joie. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour la population d'Akwedo. Le gouverneur du district d'Abidjan n'entend pas s'arrêter là. D'autres dons sont prévus. Il s'agit notamment d'une usine de production d'Atiéké de 65 millions de francs CFA et de 15 millions pour le financement des projets en faveur des jeunes. Les populations ont rendu un hommage mérité au gouverneur du district pour ses actions de développement en faveur de ses administrés. Il a été fait citoyen d'honneur et membre de la génération d'Oubo du village d'Akwedo. L'ONG Service célèbre la 10e édition de son gala de bienfaisance le 24 octobre prochain. L'événement se prépare et les organisateurs annoncent le bilan des actions menées. Pour les perspectives figure notamment le projet de construction d'un centre de dialyse et de transplantation rénale. Explication avec Sidonie Davila.
Et c'est reparti pour la 10e édition du Gala Servir. Les organisateurs se préparent à cette grande rencontre prévue le 24 octobre prochain. L'enjeu, mobiliser des fonds pour la réalisation de grands projets, notamment la construction d'un centre de dialyse et de transplantation rénale. Madame Henriette Konan-Bédié a pu mobiliser les moyens nécessaires pour réaliser la première phase de cet hôpital, à savoir l'unité de laboratoire, l'unité de consultation, l'unité de soins et de dialyse. Ce projet est un défi qui ne peut être possible qu'avec la contribution de tous, a souhaité le président délégué de l'ONG Servir. C'est d'ailleurs près de 800 personnes qui sont attendues à cette 10e édition. Lors du lancement des activités, le président délégué Patrice Amouakon a également passé en revue le bilan. Madame Henriette Konan-Bédié a apporté son appui aux hôpitaux sous forme d'ambulances, d'ouvrages scolaires, universitaires. Elle a fait prendre un texte en 1998 à l'Assemblée nationale pour que les handicapés soient insérés dans la fonction publique. Parmi les sommités annoncées, les coupes présidentielles au Biangema de la Guinée équatoriale et Alassane Ouattara. 18 ans aux côtés des défavorisés et personnes souffrant de handicap moteur ou psychomoteur de la Côte d'Ivoire, la 10e édition du Gala Servir sera aussi l'occasion de souffler et de célébrer les 18 bougies de l'ONG Servir. Le ministre de la Poste et des TIC invite l'autorité de régulation des télécommunications à agir pour un marché harmonieux. Après le café et le cacao, le pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, veut faire des TIC un secteur qui porte durablement l'économie et de vastes chantiers sont en cours après la mise en place d'un cadre réglementaire plus adapté. Le compte rendu est signé Lassina Ouattara. Bâtir une économie numérique dans un environnement harmonieux, c'est l'ambition de l'autorité de régulation des télécommunications et des TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, d'où la construction d'un nouveau siège social inauguré par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné. Dans un secteur en pleine croissance, avec des réformes engagées depuis près de 3 ans, il faut désormais compter avec les télécommunications et les TIC, représentant près de 7% du produit intérieur brut. L'État entend ici développer davantage le secteur porté par les entreprises privées, avec pour but la création de richesses et un accès au TIC pour tous. Au-delà de ce rôle d'accélérateur de l'économie nationale, c'est faire en sorte que les TIC soient considérés désormais comme un besoin de base des populations. Devant le Conseil des régulations, la direction de l'entreprise et le personnel en charge de la réglementation de la poste, du commerce électronique et de la protection des données à caractère personnel, le ministre a insisté sur le sens de cette mission. La régulation que nous faisons, ce n'est pas une régulation théorique. Ce n'est pas une régulation, j'allais dire, pour faire plaisir au texte. Ça doit être une régulation pour contribuer au développement du secteur. Au cours de cette rencontre couronnée par une séance de travail et des échanges, le pari a été pris de faire preuve de rigueur, de transparence et d'intégrité avec la défense des intérêts des consommateurs, des entreprises et de l'État. Dakar est devenu le point de convergence des altermondialistes pour 4 jours. La capitale sénégalaise accueille donc la 7e édition du Forum social africain. Au programme, des forums et des rencontres débats sur tous les problèmes qui gangrènent le continent africain. Et les cas augmentent, plus de 4500 morts dus au virus Ebola. Le programme alimentaire mondial se mobilise donc pour secourir les pays touchés par l'épidémie. Il s'agit de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. On l'a appris aujourd'hui, l'Angola, la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, la Malaisie et l'Espagne ont été élus ce jeudi comme membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Michel Mambo pour le dernier journal. Moi, j'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure, c'est-à-dire 20h.